On va commencer par la signature de deux conventions. Donc, la première convention, ce sera entre l'IACE, l'Institut arabe des chefs d'entreprise, et l'assurance Lloyd. Monsieur Amin Ayed, entre Monsieur Amin Ayed, le président de l'IACE, et Monsieur Yazid Slewti, directeur général de l'assurance Lloyd. Donc il y aura une intervention avec Monsieur Amin Ben Ayed, le président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise, et la convention donc, entre l'Institut arabe des chefs d'entreprise et l'assurance Lloyd. Félicitations, bien sûr, Shalom Mabrouk. Donc, le mot de Monsieur Yazid Slewti, le directeur général de l'assurance Lloyd. Merci, Madame. Ça nous fait honneur et très plaisir de continuer le partenariat avec l'IACE. Ça fait plusieurs années et, Inch'Allah, pour très longtemps encore. Voilà. Merci, bonne journée. Parmi les questions, Monsieur Amin Ben Ayed ou bien Monsieur Yazid, vous allez répondre au monsieur. Il a dit que c'est quoi l'objectif de cette signature? C'est une convention de partenariat, donc on sponsorise l'IACE et en contrepartie, on participe de manière très active les activités par l'IACE. Voilà, depuis. En fait, ديما نحكيو احنا على قطاع التأمينات في تونس. On est sous-assuré alors في تونس. Il faut toujours le répéter. Voilà, l'assurance, c'est un signe de développement. معناها تشوف les pays développés, le taux d'assurance par rapport des pays كيفنا احنا, c'est très très important de s'assurer. Surtout توا بالتغيرات المناخية باللي صاير في الدنيا كل, راهو s'assurer c'est pas un impôt l'assurance. C'est une protection. باهي في الماركتينغ. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Amin Ben Ayed et Monsieur Yazid, félicitations, Inch'Allah, Mabrouk, al-Zouz, bien sûr. On va passer à une deuxième convention, bien sûr, la convention du projet Éco pour tous, entre l'IACE et Expertise France, dans le cadre du projet Savoir Éco. Bien sûr, je vous prie, Monsieur Majdi Hassan, le المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات باش يكون حاضر بطبيعة وهو موجود بطبيعة, وأيضا Monsieur Alexis Rossen, مدير برنامج Savoir Éco. Donc, l'objectif de cette convention et du projet, c'est renforcer la culture économique de la population tunisienne en favorisant une meilleure compréhension des enjeux économiques et de développement durable, d'où l'initiative de l'IACE de créer la plateforme plutôt EcoTous en partenariat avec l'IADH, l'Institut arabe des droits de l'homme. On va attaquer bien sûr le panel d'aujourd'hui, c'est la clôture de la 38e édition des Journées de l'entreprise et la 3e journée, bien sûr le thème d'aujourd'hui c'est adaptation de l'entreprise face au changement climatique et avec nous Monsieur Abdelhamid Mnaja, directeur général du génie rural et de l'exploitation des eaux, administrateur délégué de la SONED. مرحبا بك. شكرا بارك الله فيكم. في أول بداية الكلمة هذه نحب نشكر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على الدعوة هذه، إتاحة الفرصة باش نتبادلوا مع بعضنا
بعض الأفكار حول الوضع المائي وتأثيرات التغير المناخ على الوضع المائي في تونس، وتوجهات وزارة الفلاحة في المجال والخطة الاستراتيجية للتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من التأثيرات هذه. كما نعرف تونس بلاد معروفة بندرة المياه، وحصة الفرد ما تتعداش 450 متر مكعب للفرد في السنة، لكن في السنوات الأخيرة تسارعت معناها تأثيرات تغيرات المناخ على تونس، ومن أهم تمظهراتها هي ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلنا في سنة 2023 في جويليا زيادة تقريبا ب4 درجات. هذا ارتفاع درجات الحرارة كذلك أدى إلى تراجع التساقطات، وعشنا إلى حد يومنا هذا على 9 سنوات 8 سنوات جافة، ولم تتعدى إيرادات السدود 36%، وإلى يومنا هذا في الموسم الحالي إيرادات السدود اليوم هي في حدود 32.5% مقارنة بالمعدل. يعني نحن تحصلنا تقريبا على 111 مليون متر مكعب على أكثر من 330 متر مكعب اللي هو المعدل المتعارف عليه. كذلك ثم استنتاجات مهمة لازم نكونوا الناس كل متفقين عليها، هي أنه بالإضافة إلى تراجع التساقطات هو التغير في زمن الأمطار. الفترات الممطرة تغيرت، وكما نشوفوا في سنة مثلا 2022 الإيرادات جات في مايو وفي جوان الأمطار، في حين السنة الفارطة كانت من ديسمبر حتى المارس، وبعد ثم انقطاع متواصل للانحباس كلي للأمطار إلى حدود شهر أوت. موفى شهر أوت السنة انطلقت الأمطار إلى حد الآن، إن شاء الله العام يبشر بالخير. كذلك هذا مهم ياسر أن نعرفه، وهذا كل ما يسمى بالديريغلومون كليماتيك اللي يخلي حتى الزراعات لازم تفكير جديد في معناها الزراعات أخرى اللي أكثر تأقلم مع تغير المناخ وفترات تساقط الأمطار. كذلك المناطق اللي تنزل فيها الأمطار، سنة مثلا إلى حد الآن وصلنا 110% من المعدل، اللي يشوف يقول ممتاز، لكن الأمطار هذه كل كانت تقريبا 140 حتى 130% في الجنوب وفي الجنوب الغربي، في الوسط ما بين 110 و120%، في حين أنه الشمال بين 80 و 90%. وذاك علاش نفسروا الإيرادات ما كانتش في المستوى اللي نستنوا فيه، لكن هذه الأمطار هذه كانت خير مبشر السنة هذه، وهي اللي خلت الفلاحة يقبلوا على الموسم وانطلاق الموسم مبكر. كذلك في الإطار هذايا الوزارة أعدت استراتيجية المياه في أفق 2050 بعد الأخذ بعين الاعتبار للتغيرات هذه. ومن أهم التوجهات هذه هي أولا تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. صحيح التحلية حل نحن مضطرين باش نمشيوا له نظرا لقلة الموارد وقلة التساقطات، لكن لابد من التحكم كذلك في الطلب على المياه، لأن قد ما نزيدوا نحن في الوفرة ينجم يزيد الاستهلاك. لابد من المعادلة بين الطلب والوفرة حتى زاد ما تكونش الكلفة عالية برشا على المجموعة الوطنية. كذلك في نفس الوقت التحلية مكلفة من ناحية الطاقة، لابد من ترابط ما بين الطاقات المتجددة ومحطات التحلية. النقطة الثانية هي إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة والرفع من درجة التنقية والتصفية، واللي هي مش تمكننا باش للأمن الغذائي، خاصة لزراعة الأعلاف والحبوب والأشجار المثمرة. هذا مقنن، لكن نحن تو عندنا تقريبا 300 مليون متر مكعب، إلى حد الآن ما نستغلوا منهم أكثر شيء 20%. هذا الاستعمال كله المباشر والغير المباشر. نحن نطمح أن نوصل في 2050 إلى 80% من المياه المستعملة المعالجة تستخدم في مختلف القطاعات، وهذا اللي مش نشوفوه مع الأخوان الصناعيين اللي هي إعادة رسكلة المياه
بنفس الوحدة الصناعية، يعني الاقتصاد الدائري للمياه، بما فيه ما يمكن تقريبا في العديد من الصناعيين اللي يتوجهوا نحو التقنيات هذه أنهم يقتصدوا تقريبا 80% من استهلاكهم من المياه. هذا كله لازم فيه مرافقة من ناحية التصرف في النفايات الأخيرة اللي هي ليبو ريزيديال بعد لو تريتمون. في هذا المجال حطينا خطة مش تنطلق إن شاء الله في الخماسية هذه، وتحصلنا على مشاريع باش نعملوا تقريبا 11500 هكتار من تحويل مياه جنوب مليان والعطار حتى إلى زغوان لمنطقة الزريبة، والتمويل حاصل. وكذلك في تونس الكبرى الشمالية عندنا تقريبا مش نعملوا 17000 هكتار اللي هما من محطات شطرانة والشرقية، شطرانة 1 و2 والشرقية والحسيان اللي هي مش تكون إلى حد الآن في طور مش تدخل في الإنجاز. بالإضافة إلى استخدام المياه المستعملة المعالجة، ثم التوجه إلى تحلية المياه الجوفية للقطاع الفلاحي للمحافظة على غراسات الزيتون، خاصة في منطقة الساحل وصفاقس. المائدة المائية مالحة لكن ماهوش نفس درجة التحلية، مش نستعملوها للري، هي بيدها نستعملوها للماء الصالح للشرب. ثم فرق لأن لي راسيو ماهمش نفسهم، وحتى الاستهلاك الطاقة ماهوش نفسه. مش نستعملوا المياه الجوفية المعالجة هذه الجوفية المحلات لتقريبا مش نوصلوا نسقيوا تقريبا 74,000 هكتار، هذا حسب الخطة للمحافظة على غراسات الزياتين. بالإضافة إلى كل هذه التوجهات اللي مش تمكن من الوفرة، كما قلنا لابد من العمل على الطلب على المياه، هو تسقيف الاستهلاك الفردي، وذلك بالحد من الكميات الموزعة اللي تخلي أنه ما نفوتوش 125 لتر للفرد في اليوم. والتحكم هذا مش يكون بالتشجيع على اقتناء التجهيزات المقتصدة في الماء على المستوى المنزلي، على المستوى الوحدات السياحية هنالك معناها تشجيعات كبيرة توفرها الدولة. كذلك إلزام ولا التوجه نحو إعادة تدوير المياه على نفس في مستوى نفس الوحدة السياحية أو الوحدة الصناعية، واللي مش مكننا كذلك من التحكم في الطلب على المياه ومن معناها الرفع كذلك من كفاءة الاستعمال المياه. التوجه نحو الزراعات الأكثر مردودية واللي باش تخلي الماء يكون عنده منتوجية ومردودية أكثر، يعني تثمين المياه، خاصة أن في تونس كنشوفوا التقارير العالمية نحن تقريبا مردودية المتر مكعب من المياه كل القطاعات مجمعة يعطي تقريبا معدل $9 للمتر مكعب، في حين أن المعدل العالمي هو في حدود $19 للمتر مكعب. وهذا ما نجم نمشيه كان في الزراعات العمودية، الزراعات ذات القيمة التسويقية العالية واللي هي توا موجودة، وقاعدين برشا فلاحة قاعدين يتوجهوا نحو التوجه هذا نحو الزراعات هذه، وكذلك الزراعات الأقل استهلاك للماء وذات القيمة التسويقية العالية. في نفس الوقت بما أن الموارد تبقى ديما ضعيفة، لابد زاد من التوجه نحو التشجيع على حصاد مياه الأمطار. وقانون المالية لسنة 2023 سنة 2024 أقر معناها قروض بدون فائدة للخزانات المائية في المستوى الحضري، وكذلك الأمر اللي يصدر في سنة 2018 اللي يجبر ولا يلزم الباعثين العقاريين على إحداث الخزانات المائية لحصاد مياه الأمطار في المستوى الحضري. كي نعرفوا أن كميات كبيرة برشا في المستوى الحضري قاعدة تضيع لأن ما ثماش خزانات، ما ثماش معناها ما ثمش استثمارات على مستوى البنية التحتية للتحكم في المياه هذه واستغلالها في سقي الحدائق، في الاستعمالات غير المنزلية، واللي هذا مش يخفف العبء على الشبكة العمومية. بالتوازي مع هذا ثم برنامج كبير برشا للرفع من كفاءة الشبكات، كفاءة شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شبكات النقل والتحويل وشبكات التوزيع.
كذلك مش ننطلقوا في تجارب مع الشركة تجربة جديدة اللي هي اعتماد العدادات الذكية والتحكم في الدفق في المؤسسات وين تم استغلال جماعي كما على مستوى المدارس لفويي، وكذلك التدقيق الماء الإجباري كما تعرفوا الناس كل الدكريت 305، لكن هذا كله مش نحينوه مش نعمموه على كل على كبار المستهلكين من شيرة بالنسبة للماء الصالح للشرب، وكذلك على مستوى الري كذلك كبار المستهلكين لابد من التدقيق ولا بد من وضع برنامج وخطة عمل للرفع من كفاءة الشبكات المائية. واليوم معنا لوخيان مش يقدموا لنا التجارب نتاعهم في المجال هذا. شكرا. شكرا ليك، يعطيك الصحة سي عبد الحميد منجة. طبعا on vous applaudit fort, bien sûr, directeur général du génie rural et de l'exploitation des eaux, administrateur délégué de la SONED aussi. Donc, vous avez présenté la situation générale du pays, bien sûr, et les solutions les plus que vous pouvez donner, et les grandes orientations du pays, en fait. Donc, on passe au success story dans ce domaine. Le premier domaine, c'est le domaine textile, avec Monsieur Mohamed Meksi, directeur chez la société Sartex. Vous allez nous présenter l'expérience de votre société concernant la gestion efficiente de l'eau. Je remercie l'Institut arabe des chefs d'entreprise pour l'aimable invitation et pour partager avec vous le modèle Sartex au sujet de l'adaptation face au changement climatique. Vous n'êtes pas sans savoir que le développement des activités humaines industrielles ont entraîné une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, la combustion des énergies fossiles dégage des gaz du CO2, les gaz à effet de serre provoquent le réchauffement climatique de la planète, le résultat, augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes et des changements climatiques. Pour faire face au changement climatique, l'humanité ne peut que limiter les dégâts par le recours aux énergies renouvelables et s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Depuis 2012, Sardesk Group, par acquis de conscience et culture d'entreprise, il a mis un plan stratégique pour le développement durable de ces activités. Sardex, créé depuis 1983, spécialisé dans la fabrication de jeans et les sportswear pour les grandes marques. Sartex emploie 5000 postes de travail avec 11 unités de production réparties sur 4 gouvernorats, Monastir, Kérouan, Tozeur et Madia. Pour être en phase avec les objectifs nationaux et universels du développement durable des Nations Unies et pour s'adapter au changement climatique, Sartex a mis en place un plan d'investissement basé sur 3 axes. Les ressources humaines, la recherche et développement, l'investissement dans une station d'épuration et recyclage, dans une station de cogénération et un générateur solaire photovoltaïque. Pour ce qui est de la ressource humaine, donc on a créé 3 départements, département HSE, hygiène, sécurité et environnement, département eau et département énergie. Ils sont séparés, mais ils travaillent ensemble. Divers programmes de formation, on a fait
de la formation en tout ce qui est énergie, tout ce qui est maîtrise de l'eau, bilan carbone, etc. On a fait visiter nos ingénieurs à plusieurs salons spécialisés, comme Ecomondo en Italie, le Intersolaire aux États-Unis, l'IFAT en Allemagne. On a fait visiter nos ingénieurs plusieurs stations modèles réussies en Inde, comme Wellspun, en Allemagne, à Bavaria, et la plus grande station en Europe, à Prato, 160 000 m3 d'eau par jour. Pour ce qui est de la recherche et le développement, donc, on a commencé par la lutte contre le gaspillage d'une manière scientifique. Par exemple, de la centrale de Monastir, on contrôle la consommation d'énergie à 2 heures. Et lorsque les ouvriers rentrent, donc on peut voir est-ce que les climatiseurs continuent à fonctionner ou non. On a les bilans qu'il faut, on a tous les suivis. De même pour l'eau, de même pour le gaz. On a remplacé les moteurs asynchrones qui sont très énergivores par des moteurs brushless qui sont beaucoup plus performants. On a remplacé 2500 moteurs. On a remplacé les compresseurs avec des compresseurs à vitesse variable qui est beaucoup moins énergivore. On a investi dans des séchoirs écologiques beaucoup plus rentables point de vue rendement thermique. On a utilisé la technologie du laser pour réduire notre consommation d'eau. De même pour la teinture par jet, le swatter et l'impression digitale. Tous ces efforts ont été couronnés par une réduction de la consommation d'eau de moins 45%, moins 30% sur la consommation de gaz et moins 24% sur la consommation de l'énergie électrique. Ça, côté process et maîtrise et combat et lutte contre le gaspillage. Pour ce qui est de l'investissement, on a investi dans une station de recyclage et traitement des eaux usées. La capacité est de 1500 m3 par jour. Le process est biologique à bout activé. Budget est 3,5 millions de dinars sur une superficie de 3000 m². Le rendement opératoire de la station est de DCO 93%, DBO5 90%, les MES 95%. C'est des rendements supposés extraordinaires. Après une année d'exploitation, ces rendements sont confirmés. Et honnêtement, nos techniciens, ils ont commencé à avoir la maîtrise de la conduite de la station. Ce qui nous a encouragés à investir dans une station de recyclage des eaux usées. Donc, on a investi dans une station de recyclage des eaux usées, toujours le même débit journalier, 1500 m3 d'eau par jour, sur une superficie de 500 m². Le process, c'est MMF, c'est-à-dire le filtre à sable, la filtration par filtre à sable, micro-ultrafiltration et osmose inverse, RO. La date de mise en service 2020, budget est 3,7 millions de dinars et avec un taux de recyclage supérieur à 80%. Je n'ai pas voulu dire 90%, j'ai évité de dire 90% parce qu'on a essayé de prolonger la vie des membranes d'osmose inverse pour les spécialistes. Donc avec ce projet-là, on a pu surmonter les problèmes de coupure d'eau et garantir nos engagements commerciaux vis-à-vis de nos clients et chercher davantage d'autres marchés sans aucun problème et sans aucun souci. La station fonctionne, elle fait de la production, etc. Mais il y a à l'autre côté les rejets solides de la station. Donc il y a un seul collecteur spécialisé. Attends l'autre slide, avant.
les bouts. Rejet solide. Voilà. C'est bon. Voilà, parfait. Donc, la station, on fait le traitement biologique, mais de l'autre côté, il y a les rejets solides de la station. Donc, il y a un seul collecteur en Tunisie qui est autorisé pour faire l'enlèvement de ces bouts et de les traiter. Mais le problème, c'est que c'est des coûts extrêmement chers et on commence à avoir des prix qui ne sont pas abordables du tout. Avec la collaboration de la FTTH, MFC Pôle et le bureau de consulting EIC, CITET, le centre technique CITET, l'ENIT. Donc, on a fait des recherches sur les techniques de neutralisation et valorisation de ces bouts-là. Et effectivement, les résultats sont très encourageants. Et il est confirmé que ces bouts-là, on peut les utiliser dans le béton non structurel. Et aussi, on peut les utiliser comme étant un remblai de la très très bonne qualité, sans aucun souci pour le ni nanap, ni rien du tout. Parce que c'est stabilisé et solidifié, il est devenu neutre. Nous avons investi dans un cogénérateur de 2 MW. La cogénération, on produit du cogénérateur de l'énergie électrique et en même temps l'énergie thermique. Le rendement de notre cogénérateur, il est électrique de 44%, comparé aux autres groupes d'électrogènes ou centrales thermiques, autour de 50%. On est presque comme tout le monde. Mais de l'autre côté, ce qui est très important, le rendement thermique qui est de 43%. Pour les autres centrales thermiques, cette énergie, une fois l'énergie électrique elle est produite, elle va être injectée dans le réseau public. On va le consommer comme ici, les usines, tout. Mais ce qui est thermique, il va passer dans l'air, dans l'atmosphère. C'est du perdu. L'avantage du cogénérateur, il permet aux industriels qui utilisent l'énergie thermique de consommer cette énergie. Donc, le profit, il est deux ici. On a consommé cette énergie thermique jusqu'à 43% du rendement d'une part, que normalement, voilà la chaudière, et ça c'est la chaudière qui utilise le gaz. Donc, on a deux chaudières dans l'usine, une chaudière c'est-à-dire les chaudières pour produire de la vapeur, la même qualité, les mêmes pressions, la même vapeur. Une chaudière comme ça qui travaille avec des fumées du moteur pour produire de la vapeur et l'autre qui travaille avec du gaz. Donc qu'est-ce qu'on gagnait ici? On a gagné des sous, on a fait des économies parce qu'on a produit la vapeur gratuitement, pratiquement. Et puis, ça, le côté financier. Et puis, on a évité de faire de la combustion de l'autre côté, c'est-à-dire, on a gagné 227 grammes de CO2 non émis dans l'atmosphère. Donc, pour produire 1 kWh d'énergie électrique, on peut sauver 1,2 kWh thermique utilisé par l'usine, mais sans dépasser le gaz. Sans gaz, donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a gagné? On a évité l'émission de gaz à effet de serre, l'équivalent de 227 grammes par kilowattheure électrique produite. L'investissement, il est de l'ordre de 5 millions de dinars pour le cogénérateur. Et l'installation a été mise en production depuis mars 2024. De l'autre côté, nous avons investi dans une station photovoltaïque pilote. Les résultats, honnêtement, étaient spectaculaires. Le temps de retour, maximum 5 ans. L'investissement 200 000 dinars, l'investissement 300 000 dinars. La production 200 000 kWh par an.
Et puisque c'est une énergie propre, si cette énergie, nous l'avons prise du réseau, il va y avoir 100 tonnes de CO2 émises. Donc, l'énergie solaire nous a fait gagner non seulement des sous, aussi on a évité l'émission du CO2 dans l'atmosphère. Notre bilan de décarbonation annuel pour un groupe qui consomme 10 gigawattheures électriques et 25 gigas thermiques, le gaz, on a pu réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 4653 tonnes par an de CO2. C'est-à-dire, par rapport à notre consommation, moins 46%. Ça, nous l'avons obtenu carrément par, premièrement, la bonne gestion, la formation des gens et l'investissement. Bravo, donc des solutions bien étudiées. Voilà. Donc, par respect à ces principes et ces obligations, RSE, Sartex Group a répondu par l'action aux exigences du changement climatique. On a limité les dégâts, c'est-à-dire limiter les dégâts dans les limites du possible, et on a fait des actions pour s'adapter, c'est-à-dire, donc, on recycle l'eau, on fait du solaire, on fait de la cogénération. Donc, on a réduit notre consommation d'eau de 80% sur la consommation d'eau par pièce produite, 46% des émissions de gaz. Et autre chose qui est très importante, nous avons investi dans des ateliers modernes, très modernes, qui garantissent des conditions de travail pour les ouvriers, je ne dis pas confortable parce que le travail, il faut des efforts, mais quand même qui garantissent la sécurité et le confort de notre personnel. Nous sollicitons les autorités compétentes pour soutenir davantage le secteur du textile, alléger les procédures d'autorisation pour l'octroi des agréments pour investir dans des stations de traitement des boues, aménager des zones dédiées pour des projets solaires photovoltaïques. Nous avons en cours un projet pour investir dans une centrale photovoltaïque de 1,5 MW, mais on rencontre, je ne dis pas un grand problème, ça va être résolu, mais un problème pour le choix du terrain. Il faut trouver le bon terrain à côté de la ligne qui est capable d'absorber l'injection de l'énergie photovoltaïque dans le réseau de la SDEC. Et puis, autoriser la solution hybride, c'est-à-dire l'industriel qui fait la cogénération, il peut connecter son solaire photovoltaïque dans le réseau. Aujourd'hui, on ne le peut pas. Pour des problèmes techniques, je pense que les autorités peuvent trouver une solution pour nous permettre de reconnecter notre station solaire sur le réseau. Donc, pour conclure, les défis et les attentes sont très grands. Nous ne sommes qu'au début et l'union des compétences et forces actives publiques et privées est le seul garant pour la réussite de nos efforts de développement durable de notre beau pays qui est la Tunisie. Et merci. Bravo, donc merci beaucoup Monsieur Mohamed Meksi, directeur chez la société Sartex. C'est un success story bien sûr, et on voit que les solutions sont très coûteuses. Est-ce que les petites et moyennes entreprises peuvent vraiment faire comme, c'est-à-dire surmonter ces obstacles comme Sartex? On va voir. Peut-être avec vous, Monsieur Abdelhamid Mnaja. Est-ce que l'État et vous, comment vous pouvez aider les petites et moyennes entreprises? Mais maintenant, on passe à une autre success story, bien sûr. Monsieur Sahbi Mahjoub, président directeur général de la société Sediram. Marhaba bik. Bonjour tous.
Je me présente Sahbi Mahjoub, je suis tout simplement agriculteur, pas président. Et je suis dans ce secteur depuis bientôt une quarantaine d'années. Donc, je ne vais pas parler de success story parce que je pense qu'on est encore en pleine mutation et que nous sommes en train de nous chercher encore, je pense, dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Et j'espère qu'on va trouver les bonnes C'est-à-dire vous êtes solutions. encore en face de beaucoup de challenges. Voilà, parce que je pense qu'il n'y a Les même challenges changent certainement Voilà. au fur et à mesure. Le changement climatique est évident. Oui. On ne sait pas où ça va s'arrêter, mais D'accord. on voit des évolutions d'une année à l'autre. Donc j'espère Ouais. que au bout d'un certain temps, ça va s'arrêter et puis ça va se calmer un petit peu. Hein. Donc, Quand il y a même, que- vous êtes un bien échantillon qui a surmonté beaucoup d'obstacles, certainement, et vous avez trouvé des solutions. C'est pas évident, mais on va les voir. Je vais parler de quelques... Bon, si on voit par exemple la vallée de Majd qui est en train de mourir aujourd'hui, qui nourrit la Tunisie depuis le début des temps, et aujourd'hui la vallée de Majd, après le barrage d'Aroussa, il n'y a plus d'eau, les agriculteurs sont totalement déprimés, c'est en train totalement de mourir. Donc il faut vraiment trouver des solutions urgentes pour sauver des dizaines de milliers d'emplois ou des centaines de milliers d'emplois. Donc le problème se résume à la gestion de l'eau, l'énergie et l'adaptation au nouveau climat, surtout la température et l'environnement. Bon, pour l'énergie, étant donné que la STEG est un peu défaillante et que les prix augmentent d'une façon sensible d'une année sur l'autre, on a opté bien sûr pour le photovoltaïque. Bon, que ce soit pour le pompage direct, que ce soit pour les autres, pour alimenter des chambres froides ou alimenter. Donc, pour la basse tension, ça marche relativement correctement. Pour la moyenne tension, je ne sais pas pourquoi la STEG achète l'électricité le tiers du prix qu'elle facture. Donc vraiment, il faut s'adapter. Pour nos chambres froides ou autres, on essaie de consommer au maximum la journée quand on est autoconsommateur. Mais sinon, si on va fournir le réseau de la STEG, c'est totalement non rentable. Sinon, dans les terrains marginaux aussi, on donne des stations aussi photovoltaïques pour fournir la STEG. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'on vous donne un prix fixe valable pendant 20 ans. On vous achète, je crois, le kilowatt à 208 millim, si mes informations, si je me rappelle bien. Mais que va valoir 208 millim le kilowatt dans 20 ans? Peut-être qu'il ne payera même pas le gardien. Donc ça aussi, c'est un point à voir. Il faut que ce prix soit évolutif et que les gens investissent en confiance. Ceci Sinon, pour le changement de température, bon, depuis quelques années, on a commencé à chercher des nouveautés variétales. On fait le tour du monde, on part en Afrique du Sud, on part en Californie, on part dans tous les pays pour chercher les variétés qui sont plus adaptées à ce nouveau climat. Il y a beaucoup de variétés qui étaient anciennement en Tunisie qui ne marchent plus. Des variétés de pêche, de prunes, même des variétés d'olivier ou autres, qui ne marchent plus parce qu'il fait trop chaud pendant qu'il y a la floraison ou il n'y a pas assez de froid pendant l'hiver. Donc on est encore à la recherche, on est en train d'introduire ces nouveautés variétales et j'espère qu'on va bien s'adapter. Le problème le plus important, c'est la gestion de l'eau. Bon, comment gérer l'eau avec ce manque d'eau? Donc on a commencé à vouloir économiser l'eau. Bon, la chose la plus simple qu'on a faite et que je conseille à tous les confrères, c'est de fractionner. En fractionner l'eau, ça veut dire au lieu d'irriguer en une fois ou une fois par semaine... Le micro, s'il vous plaît, juste, si vous approchez, voilà. Au lieu d'irriguer en une fois par jour ou des fois une fois par semaine, on s'est rendu compte qu'en irriguant 2 fois par jour, on économise 30% de l'eau. Donc ça, c'est extrêmement important. Pour économiser, il faut fractionner. C'est comme quelqu'un qui va boire une bouteille d'eau, et s'il la boit petit à petit, elle va lui suffire toute la journée. Mais s'il la boit d'un coup, il va avoir soif au bout de 2 ou 3 heures. C'est exactement le même phénomène. Donc, rien qu'avec ça, on a économisé à peu près... Ensuite, on a commencé à utiliser les moyens techniques, les images satellitaires, par exemple, pour voir si des cultures sont bien ou pas. C'est gratuit, donc tous les confrères peuvent utiliser ça. On peut aller voir les images satellitaires et d'une semaine à l'autre, on a une jeune ingénieure avec nous qui suit ça et qui suit un peu l'évolution des cultures et qui peut déceler s'il y a un défaut d'irrigation ou quelque chose. Bien entendu, l'irrigation doit être en goutte à goutte, en plus du fractionnement. Après, on s'est rendu compte que pour l'eau, il faut des cultures à haute valeur ajoutée. Il faut valoriser l'eau puisqu'elle devient un élément rare. Je prends l'exemple des tomates du sud, de géothermie, où un hectare produit des centaines de tonnes de tomates. Donc, où l'eau est largement valorisée et où on peut irriguer avec de l'eau de mer. De l'eau osmosée, tout simplement. Il suffit que ce soit adapté. Ça, on est en train de le faire. On est même un peu champion dans ce secteur en Tunisie.
Il y a un autre secteur qui a été très développé au Maroc, donc c'est les petits fruits, les myrtilles, les framboises. Aujourd'hui, les myrtilles et les framboises au Maroc, il y a 11 500 hectares. Ils produisent pour à peu près 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros avec 11 000 hectares. On produit pour 1 milliard d'euros avec 1 600 000 hectares d'oliviers. Et on utilise 30% de moins d'eau que dans les cultures traditionnelles. Donc moi, je conseille vivement d'introduire des nouveautés variétales comme ça, et surtout que ces variétés-là marchent très bien dans le sud et dans les zones côtières, là où justement il pleut un petit peu maintenant, et ça peut marcher avec des eaux saumâtres et même de l'eau de mer si besoin. J'espère que, avant de prendre ma retraite définitive, je verrai quelques milliers d'hectares en Tunisie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sahbi Mahjoub, président, directeur général de la société Sedira. Moi, je vais considérer comme un success story, bien que vous avez dit non, mais vous avez fait un bon parcours. Peut-être ce sera un exemple pour les petites et moyennes entreprises. Maintenant, je passe la parole à la salle. Si vous avez des questions, bien sûr, que ce soit pour les trois speakers, bien sûr. Vous voulez quitter, Monsieur Sahbi, je crois. Vous devez quitter. 10 minutes encore. OK. Donc, je passe la parole à la salle. Deux petites questions. Donc, monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture, le coût de pomper de l'eau du nord-ouest vers une ville comme Sfax, comparé au coût de la dessalination, ça veut dire que ce n'est pas gratuit de pomper non plus. Ce n'est pas que c'est zéro et l'autre, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a un arbitrage à faire ou pas par rapport à ça? Et Souel, si Sahbi, la culture hors sol, est-ce que vous voyez de l'avenir pour ça en Tunisie? C'est M. Sahbi ou bien M. Abdelhamid qui va répondre. Voilà. شكرا على التساؤل هذا، عندك حق باش تسألوا. نعطيك الأرقام أصلا أنك أنت لو كو d'énergie électrique seulement pour le transfert de Sidi el-Barrad jusqu'à Sfax, ça nous coûte annuellement environ 46 millions de dinars. Le coût de production d'un mètre cube d'eau dessalée à Sfax, c'est à peu près 3 dinars. À Zarat, c'est aux environs c'est entre 3 et 5 dinars pour les 3 stations. Donc, c'est incomparable. Si on produit 100 000 mètres cubes jour à Sfax ou 50 000 mètres cubes jour à Zarat, ça nous coûte de loin plus cher que le transfert, vu que l'infrastructure est là. Mais ce système-là, le système hydraulique tunisien, a démontré sa résilience face au changement climatique. Parce que si nous n'avons pas ce système de transfert, il y aura beaucoup de problèmes pour assurer la desserte du Grand Tunis, du Cap-Vert, du Sahel et des Sfax. C'est un système interconnecté. Là où il y a des ressources, on peut l'utiliser. Et maintenant, on injecte directement, même la station Tsous, elle va injecter directement dans le réseau et on fait l'équilibre. On a un système de télémesure des différentes stations et réservoirs du Gdir el-Golla jusqu'à Sfax. On sait très bien le niveau dans chaque réservoir, le débit transité d'une façon instantanée et porté dans nos téléphones. Donc, s'il y a des problèmes, on peut intervenir à temps. Et c'est une vraiment réussite tunisienne. Voilà, le Maroc, nos voisins, maintenant, ils pensent à faire le transfert, les conduites de transfert, parce qu'ils ont vécu la sécheresse et il y a des zones et des villes qui ont vécu le jour zéro, c'est-à-dire pas d'eau dans une ville. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la réponse de M. Sahbi. Bon, pour répondre à Samine, bien entendu que la culture de sol a de l'avenir. Les cultures dont j'ai parlé maintenant, les petits fruits, les myrtilles ou les framboises ou la tomate, c'est totalement de leur sol. Et on irrigue 5 fois, 6 fois par jour, donc on fractionne totalement. On ne perd pas d'eau du tout. Et je vais donner un chiffre d'investissement. L'investissement aujourd'hui est à peu près de 60 000 euros, donc 200 000 dinars par hectare, mais qui génère un chiffre d'affaires aussi équivalent par an. Non, non.
pourquoi pas. C'est des serres normales, hein. C'est des serres. Moi, je vous invite à venir. De la question, Ouais. Non. c'est industrialisant, Oui, bien entendu. C'est des serres tout à fait normales, hein, pour faire c'est des serres qu'on fabrique à Sidi Bouali, qu'on fabrique en Tunisie, tout simplement. Il faut juste introduire et multiplier localement les nouveautés variétales qui sont adaptées à nos climats, qui existent au Pérou, qui existent au Mexique, etc. Il faut les introduire et les développer. Autre question de la salle, bien sûr. Monsieur. Merci. Besm Grami, étudiant à Tunis Business School. En fait, ma question est pour M. Abdelmejid. On a parlé du coût de la désalination de l'eau, mais on n'a pas parlé de l'impact sur la biodiversité marine. parce que الماء اللي احنا باش نعملوا له ديساليناسيون الملح اللي باش نرجعوه للبحر وفي الجولف نتاع جيبس وفي صفاقس وكل شيء دونك الامباكت هذاك على البيوديفرسيتي هذاك اسكو خممنا فيه والا لا اسكو ما فماش دي سوليسيون اخرين بلو سستينبل يعني باش نحطوهم في الاستراتيجيه ناسيونال وميرسي. Voilà qui va répondre si Abdelhamid Naja, donc vous répondez l'étudiant du TBS, vraiment une très belle jeunesse à la TBS Tunis Business School, sincèrement. Merci pour la question. Donc vous avez tout à fait raison de demander cette question, mais la réalisation d'une station de dessalement est au préalable, on doit réaliser ou faire l'étude d'impact environnemental. Et toute étude d'impact environnemental, il y a un plan de gestion environnementale derrière. Mais je vous garantis quelque chose, que la saumure qui sort des stations de dessalement, il y a un système de mélange et de dilution dès le départ de la station, 1 pour 46. C'est-à-dire 1 mètre cube de saumure pour 46 mètres cubes d'eau de mer. Donc ça sera dilué et transféré dans la mer à 4,5 km. Donc, il n'y aura pas de problème puis ce ratio de dilution. S'il y a un problème, normalement, dans l'étude d'impact, on va augmenter le ratio de dilution pour éviter la concentration des sels dans des zones bien déterminées à côté de la station. Merci. Toujours avec les questions, monsieur. Donc, Mohamed Touil, société communautaire. باش نحكيو على بالطبيعه هو الفلاح الصغير هو بالحق لي ستاسيون والانفستيسمون في لي ستاسيون دونك هي تري تري كوتو باش ما نخموش كيما بلدان الشرق الاوسط الاردن ومصر فما طرق نتاع ديسالينيزاسيون بالمانيتيزاسيون ديجا موجوده تو تونس ماني با ديفلوبي عرفش انت تعطيني عليه انت اون طونكو اكسبير بيان سور تعطيني فكره عليها وتوضح حتى للحضور المانيتيزاسيون هو نجم يكون حل والا لا. السؤال واضح. نعطيك علميا شنو معناها اللي يعملوا فيه اللي يحطوا لو سيستيم على الكوندويت بور فير ليونيزاسيون. مع الاسف رايي الفني انه الوضعيه هذه على خاطر انت سي انستانتاني سي اون فورم ديونيزاسيون جوست بعد ليريغاسيون تقع من جديد les reconstitutions des éléments néfastes في السول ou la concentration de nouveau ترجع في السول à proximité des racines. Donc, à mon avis, c'est à éviter si vous n'avez pas suffisamment d'eau pour faire le lessivage. Parce qu'il faut irriguer avec des quantités importantes, mais il faut lessiver ou il faut avoir des pluies quelque part une eau de bonne qualité pour lessiver les sels qui se concentrent dans les zones racinaires. Donc, monsieur Sahbi aussi, il va vous répondre. Bon, pour parler de ce système-là de ionisation, comme a dit Sablah, tout simplement, il faut être dans une zone où il pleut, où il y a du lessivage. Si on est dans le sud ou dans une serre, ça ne sert strictement à rien. Mais si vous êtes dans une zone où il pleut, ça permet de retarder l'effet des sels, et quand il y a de la pluie après l'hiver ou l'automne, ça va lessiver les sels. Mais il faut aussi avoir une sol sans croûte. Le micro, s'il vous plaît. Pour éviter la concentration, et il faut toujours penser au lessivage. S'il n'y aura pas suffisamment d'eau de bonne qualité, eau de pluie ou autre, pour faire le lessivage, c'est à éviter, parce que vous allez perdre toutes les capacités de votre sol.
même les caractéristiques. مازال عنده ما يعقب s'il vous plaît le micro. Encore une question. Je تعقب على كلامهم. C'est bon. D'autres questions de la salle, monsieur, au fond. Merci. Wassim Ben Ahmed. Donc ma question pour Si Mohamed. Merci pour votre présentation. Et juste, j'aimerais savoir s'il y a des financements spécifiques pour, tels que le Green Fund, pour ce genre d'investissement. Parce que, d'après ce qu'on a vu, c'est des investissements assez importants. Et merci. Donc, monsieur Sarbi va nous quitter. C'est Sarbi Mahjou, président directeur général de la société Sedira. Il a un empêchement. Merci beaucoup d'être présent et on vous applaudit. Bien sûr, il va quitter la salle. Et bonne continuation. Et pour Sedira, vous avez fait de très bon travail, un très grand travail. Donc, qui va répondre au monsieur la question? Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'affaire c'est premièrement une question de culture et de conviction. Et puis, il y a des études derrière. Donc, les études ont démontré qu'il faut faire vite. Sinon, avec les coupures d'eau pendant l'été, alors là, on ne peut plus produire ni honorer nos engagements honnêtement vis-à-vis du marché international. Alors, Sartex est totalement exportatrice. Donc, ce sont des projets vitaux. Ce sont des projets, c'est fondamental. Il faut faire ça, sinon on ne peut pas ni se développer, ni produire pendant les moments difficiles. 1, 2, jet automatique, l'investissement pour garantir le développement commercial et l'activité industrielle, etc. Et de l'autre côté, vous êtes en phase pour la protection de tout ce qui est ressources hydriques. Alhamdoulilah, j'ai مقابلة. Mais de l'autre côté, il y a une obligation ou il y a une conviction. Mais كيف باش نقعدوا نستناو حتى نلقاو دي فون ولا حتى يساعدونا ويعاونونا وقتها ما نجموش نقدموا. Donc هذيك هي الكولتور de l'entreprise. صراحة par fonds propres, nous avons fait face à nos projets et ça a été réalisé avec nos moyens. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Meksi, directeur de la société Sartex. Autre question de la salle, toujours, s'il vous plaît, monsieur. Merci. C'est une interrogation que j'aimerais partager avec vous. J'entends parler de voix, même officielle d'ailleurs, appelant à ce que la Tunisie se positionne comme un acteur majeur de fabrication de l'hydrogène vert. Nous savons tous que l'hydrogène, c'est de l'eau électrisée avec l'électricité, disons, verte. Nous avons un problème de sel hydrique. On a eu des chiffres qui sont alarmants. L'électricité, elle est 85% d'origine fossile, donc elle n'est pas verte. Comment, avec ces deux problèmes, on conçoit l'hydrogène vert, qui, par ailleurs, comme source d'énergie, coûte largement plus cher que l'énergie solaire? Je pense qu'il y a là un problème de perspicacité des calculs économiques. Y a-t-il un peu de réponse à apporter à ces dilemmes que je considère, dans les conditions actuelles des choses, insolubles? L'électricité qui est tout sauf verte et un eau qui manque énormément, même pour l'être humain et l'agriculture. Merci, c'est toujours monsieur Abdelhamid Mnaja ou bien Mohamed Meksi, voilà. Il pose les questions à vous, certainement. D'accord, on ne travaille pas sur l'hydrogène, mais c'est un dossier sur lequel, sincèrement, dans le groupe, on travaille, parce que je suis le directeur de la direction recherche et développement. Donc, pour produire de l'hydrogène, il faut, premièrement, de l'eau. Deuxièmement, il faut de l'énergie. De l'énergie. Il faut de l'eau et de l'énergie. Pour avoir de l'énergie. Il faut de l'énergie. De l'énergie, premièrement. D'accord. D'accord. Donc, il faut, pour faire un projet réellement vers 100%, il faut, on doit avoir recours à l'énergie solaire ou l'éolienne, pour, premièrement, produire de l'eau, certainement, de l'eau saumâtre ou l'eau de mer.
Puis, une fois que cette eau elle est produite, elle doit être de la très bonne qualité. C'est de l'eau, presque de l'eau de pluie, hein. C'est de l'eau pure. Pour pouvoir produire de l'hydrogène, on a besoin de l'énergie pour produire de l'hydrogène. Donc, on a besoin de l'énergie pour l'eau, pour la production de l'eau et de l'hydrogène. Voilà, donc s'il n'y a pas une source d'énergie verte, donc tout le projet tombe dans l'eau et ça ne sert à rien. Pourtant, je fais de l'eau et puis j'utilise un peu de l'énergie de la steak pour produire de l'hydrogène. Non, ça ne sert à rien. Il vous a dit que c'est un dossier férié. Donc, Monsieur Amin Ben Ayed, le micro, elle va vous donner le micro, Monsieur Amin Ben Ayed, directeur, président de l'IACE. Je connais un peu le sujet. En fait, l'hydrogène vert aujourd'hui est très cher. Mais l'Union européenne a décidé de le subventionner en disant qu'en 20 ans, on baissera le coût. Donc, شنو هو l'approche نتاعها؟ Donc, انت علاش يقول لك كان تعمل الهيدروجين فير في تونس ما نخليوش ليه؟ ما تنجمش تخليه. كان باش تعملوا راك لازم تبيعوا لهم خاطر هما le subvention. Mais sinon, ce n'est pas rentable. Par contre, Tawa, il ne s'arrête pas à l'hydrogène vert. C'est fabriqué de le méthanol, le E-méthanol. C'est hydrogène vert plus gaz carbonique, les cimenteries, ils redouent un fuel liquide pour remplacer le fuel lourd des bateaux. مثلا ميرسك قاعدة تبدل في الفلوت نتاعها في حكاية هكاك. Juste un exemple. Donc, لازمك désalination de l'eau. Mais في الكاد qui تعمل E-méthanol, la désalination coûte 1,5% seulement du coût total. Le solaire, l'énergie solaire, ce n'est pas que du photovoltaïque. Il faut que ce soit photovoltaïque et thermique. علاش؟ خاطر les ionizers, الماكينات اللي باش يعملوا الهيدروجين ما لازمهمش يقفوا. سولير يعطيكم شي في النهار. دونك لازم اون بارتي اش معناها تيرميك؟ السولير راهو فما كيما عملت اول ستاسيون عملوها في المغرب تيرميك. Ça veut dire c'est des miroirs qui reflètent sur des tubes avec du liquide اللي يسخن ويعمل de la vapeur et crée de la chaleur كيما يعملوا في سارتكس pour valoriser le thermique. Donc il faut combiner. Donc c'est très complexe comme projet. C'est des projets à 1 milliard d'euros وانت طالع. Mais par contre, il y a un coup à jouer. Il ne faut pas l'enterrer. Mais ce n'est pas simple. L'emplacement, le méthanol par rapport aux cimenteries, imaginez qu'on puisse récupérer le carbone directement des cheminées des cimenteries. C'est génial. Toi, le 41% objectif 2030 décarbonation, là, je me la neutralité carbone. C'est en décarbone nos cimenteries. Donc, il ne faut pas enterrer. C'est très compliqué. Il y a de fortes chances pour que ça n'arrive jamais. Mais il ne faut jamais laisser tomber. L'impossible n'est pas tunisien, c'est Ahmed. Le micro, s'il vous plaît. Oui, c'est comme je l'ai dit, c'est une question de priorité et de choix économique. À long terme, tout est possible, c'est clair, c'est évident ça. Mais maintenant, je pense qu'il vaut mieux qu'on consacre nos énergies à utiliser le soleil qui nous est offert par le bon Dieu gratuitement, dont le coût de production de transformation en énergie, c'est pas propre, est en train de diminuer d'année en année. Vous savez que pour le photovoltaïque, par exemple, le prix, n'est-ce pas, de photovoltaïque a baissé de moitié durant les dernières années grâce à la Chine, d'ailleurs, vous le savez. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas se disperser. Certes, il faut faire des recherches, il faut continuer à faire des rénovations, mais que ça coûte, mais ce n'est pas grave. Mais investir et consacrer nos énergies pour porter l'énergie verte électrique à 30-40%. Notre production d'électricité, nous sommes maintenant à peine à 5%, à peine, comme c'est maintenant la moyenne dans le monde. Quand on arrive à 30-40%, là, nous pouvons effectivement réserver un peu d'argent et un peu d'effort pour l'hydrogène vert. Merci beaucoup. Madame, le micro. Juste une réaction pour Si Mohamed par rapport au financement. En fait, c'est vrai que vous avez une pression pour aller de l'avant dans ce type de projet. Mais le problème, c'est qu'il y a des financements dédiés pour ce type de projet. Et des fois, par exemple, moi je suis la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, et on est freiné dans nos process parce qu'on n'a pas suffisamment de pipe de projets pour lever les financements dans ce sens. D'ailleurs, pour l'accréditation au Green Climate Fund, on est
retardé parce que le pipe qu'on a présenté n'est pas suffisamment riche. Donc, en Tawa, on va faire un tour pour identifier quelques projets pour pouvoir compléter notre dossier. Donc, un appel à tous les industriels, voilà, toutes les entreprises. Si vous avez des projets d'efficacité énergétique ou des projets qui vont permettre la réduction de l'empreinte carbone, pour nous, on est preneur parce que aussi on veut orienter des financements dédiés pour ce type de projet et bien sûr alléger. Vous êtes dans un process industriel, donc financer votre activité avec vos propres moyens, mais pour ce type de projet, il faut aller vers ce type de financement. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question et après c'est le mot de la fin avec Monsieur Abdelhamid Mnaja et Monsieur Mohamed Meksi avant de clôturer bien sûr la session et les journées de l'entreprise, la 38e édition. Micro. Ben, brièvement, c'est-à-dire... D'accord, pas de problème. Vous demandez la permission de la salle. si on va encore prendre 10 minutes de retard. Pas de problème. Rapidement, ça a fait اللي نولي نقعد من قدام دونك من غادي باش خاطر صار Non, pas du tout, pas du tout. Bien. فيسا دونك باش نسال. Vous avez demandé la parole avant? Je vous ai pas vu, c'est pas. سؤال رابيد. D'accord. أنا نسمع ديما بالشح المائي في تونس أو من هذا القبيل ومن الشيرة الأخرى نسمع زادة بالريقي وبرشا إيريقي راهو في تونس حتى الزيتون تحكيو عليه والزيت راهو إيريقي ما يكونش في بالي. وعندنا حاجة أخرى لي تومات اللي في السود بالريقي دونك جوست أنا مانيش فاهم اسكو سي اون كونتراديكسيون ما بين شح واستعمال برشا ماء ولا تقول لي سي اون استراتيجي maîtrisé, c'est clair, c'est net, c'est équilibré, on peut le faire. نزيد أنه وقت سمعت حبكري وقت اللي on exporte des tomates راهو on exporte de l'eau. Est-ce que حاجة تقول لي maîtrisé عادية ولا تقول لي c'est avoir et avoir il faut chercher un équilibre entre les deux. Merci. Je ne vais pas prendre la question de monsieur Abdelhamid Mnaja, il va vous répondre et après on va enchaîner avec une autre question. شكرا. السؤال واضح. اللي بعيد على الميدان يحس ثم ان سورت دو كونتراديكسيون وفعلا هي ثم كونتراديكسيون. اولا الشح المائي كان تعرف ثم 89,000 هكتار qui n'ont pas été irrigués ou ils n'ont pas reçu plus que 20% de leurs besoins durant 8 ans اللي هما نتاع الباس فالي دو لا ميجردا منوبه اريانا بناروس ناب سوسه ثم في نتاعنا بان نرجع نحكي عليهم بنزر انا راس الجبل وباجة جزء من مجاز الباب والهري دونك هذوما انه انا حسب لي كوتا لمده تو من 2017 تو ما فاتوش 20% de leurs besoins donc juste c'est l'irrigation pour باش نحافظوا على راس المال اللي هو الاشجار المثمره اللي صعيب باش نتجها وتوصلها للدرجه دي دونك الشح المائي موجود كيما تشوف هنا في سوسه وانت تعيش في سوسه وشوف البريمتر نتاع شط مريم مسكر البريمتر نتاع سيدي بوعلي بريسك مسكر اللي بريمتر ماريشي دي ساهيل كلهم مسكرين تقريبا وهذا ما ردوا انه البراج نتاعنا بهنا براتيكمون اللي تي اسيك دونك الشح المائي موجود تو سكي برودكسيون منين جايه كلها من ناب سوتيران نتاع الوسط والجنوب المياه لي زو جيوترمال يستعملوا فيهم في الليسير جيوترمال وانت تعرف بوكو دونتربرونور انا كي سونت انستالي في الزون هذيك ويعملوا في لي تومات باللي زو جيوترمال وبور ليكسبورتاسيون ويعملوا في التومات سوريز à haute valeur ajoutée c'est vrai c'est une exportation des eaux c'est les eaux bleues هذوما نحن les eaux virtuelles que nous sommes en train de l'exporter en même temps نحن on importe القمح زاد c'est de l'eau donc il y a un bilan وهذا كله دخل في l'étude stratégique au 2050 la comptabilité de l'eau et pour avoir un bilan hydrique
équilibrée à l'horizon 2050. Si on ne fait pas recours aux eaux usées traitées, on n'aura jamais l'équilibre. Parce qu'on va gagner à peu près 230 millions de mètres cubes par an dans la substitution et le mélange pour les périmètres de la basse vallée de la Mégerda. Parce qu'on va rehausser le niveau de traitement pour avoir une qualité pour chaque type d'usage. Si on va faire le maraîchage ou on va faire une culture de haute valeur ajoutée, on va substituer les eaux conventionnelles par les eaux non conventionnelles à un certain niveau de qualité qui permet de les produire d'une façon saine et sécurisée. Donc, il y a de la surexploitation de la nappe dans le sud et centre du pays, chose qu'il faut lutter contre. On a l'Abar al-Ashouaï, تقريبا 30 000 forages illicites. Mis à part ceux qui se branchent sur le réseau de la Sonnette d'une façon illicite, ceux qui se branchent aussi, qui ont le forage illicite et se branchent d'une façon illicite sur le réseau de l'Aztèque. Et c'est pour cela, parfois, il y aura des ruptures du courant, c'est suite à ça, parce qu'il y aura une surcharge à travers les consommations illicites, mis à part la consommation, la pointe de consommation. En plus que ça, il y aura une consommation importante. Ce sont des gens qui pompent de l'eau gratuitement et qui reçoivent de l'énergie électrique gratuitement. Merci pour la question. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Monsieur Abdelhamid. Une dernière question, Monsieur. Merci beaucoup. Hamdi de l'INSAT. Ma question, c'est Abdelhamid. Deux petites questions très techniques. La première, est-ce que les barrages, ça se discute, peut-être que les nappes phréatiques est plus durable que les barrages pour le stockage de l'eau? Deuxième question, lorsque vous transférez l'eau, est-ce que les problèmes, c'est au niveau des bassins de stockage ou au niveau des canalisations? Merci. Bon, comme vous le savez, et vous savez très bien que le problème, le stockage des eaux, maintenant, l'eau 2050, vous avez une idée, nous avons opté pour les barrages souterrains. Dans les underflows des oued, on va construire des barrières pour stocker de l'eau, c'est-à-dire augmenter la zone saturée et laisser l'eau en profondeur pour minimiser l'évaporation et les percolations horizontales qui va jusqu'à la côte. Donc ça, c'est une solution. Il y a maintenant 105 sites de barrages qui sont identifiés. Les études vont commencer et on a presque le financement pour 7 sites. On va démarrer les travaux sur ça. Mais le problème de transfert, c'est le déséquilibre. Il y a des zones qui sont bien arrosées, le nord de la Tunisie. Là où il y a aussi des dépressions, là où on a fait des barrages. Et le transfert, vu que le Sahel, le Caban, jusqu'au Sfax, ce sont des zones où on n'a pas des eaux de surface, on fait le transfert de surface pour arriver à l'équilibre entre l'offre et la demande. Même la nappe au Sahel, elle est un peu salée, le niveau de salinité est un peu élevé. Ce n'est pas facile de l'utiliser directement pour l'eau potable. On fait le mélange entre les eaux de surface de bonne qualité qui viennent du Sidi el-Barra et du Sidi Selm jusqu'à Dir el-Golla et par la suite jusqu'à Billi avec le canal et on fait le transfert sur toute la région du Sahel, du Sfax. Mais s'il y a des forages, on les interconnecte directement sur la conduite pour avoir un mélange qui permet d'avoir toujours une qualité qui respecte les normes, c'est-à-dire la norme tunisienne inférieure à 2,5 grammes par litre. Et maintenant, avec la station de Sfax, les gens de Sfax, la qualité est de l'ordre de 0,4-0,5 grammes par litre, c'est presque de l'eau minérale. D'accord, merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdelhamid Mnaja, directeur général du génie rural et de l'exploitation des eaux, administrateur aussi délégué de la Sonnette. Merci beaucoup aussi pour votre participation. Monsieur Mohamed Meksi, directeur chez la société Sartex. Et bonne continuation. Donc un bon exemple. Et maintenant, on va enchaîner avec le mot de la fin, le mot de la clôture, le discours de la clôture avec M. Amin Ben Ayed, président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Merci.
وميرسي اللي كتبوا لي النص اللي باش نكتشفوا. دونك en français. Donc افتتحنا بالعربية باش نختموا بالفرنسية. Donc vos excellences, mesdames et messieurs, madame la secrétaire d'État, chers ambassadeurs, chers invités, chers amis. Nous voilà à la fin des 3 jours de travaux, de réflexion et d'échange de la 38e session des Journées de l'entreprise. Permettez-moi d'adresser à vous tous, au nom de l'Institut arabe de chefs d'entreprise et à mon nom propre, mes sincères remerciements pour votre participation affective et active à cet événement d'une envergure exceptionnelle orchestré par notre think tank. Ce que nous avons accompli au cours de ces 3 jours va au-delà d'une simple exploration théorique. Nous avons posé les fondements d'une collaboration renforcée, d'une compréhension partagée et d'une action collective pour relever les défis liés au thème choisi pour cette édition. L'entreprise et les grands changements, adaptation et opportunités. Cette problématique complexe et omniprésente a été au centre de nos réflexions dans un contexte marqué par des mutations profondes où les entreprises doivent démontrer agilité et innovation pour surmonter les défis et qui se dressent devant elles, transformant ainsi les obstacles en opportunités et renforçant leur résilience et leur capacité d'adaptation. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ose espérer que nos échanges ont constitué un véritable catalyseur, d'où ont émergé des idées prometteuses et des recommandations nous incitant à passer à de la simple envie d'agir à une mise en œuvre concrète. Je voudrais redire mes remerciements à tous les intervenants venus d'horizons très divers qui ont permis d'avoir des échanges à la fois riches, ouverts et intéressants. Nous avons eu le privilège d'accueillir des experts émérites et des universitaires renommés. D'assurance de mes salutations distinguées notamment à l'équipe scientifique. Votre participation en disposant d'un niveau d'expertise impressionnant nous a permis, j'en suis convaincu, de faire le plein d'idées qui se révéleront extrêmement utiles pour la poursuite des travaux menés. Bon, les remerciements des sponsors, pour remercier les sponsors. Et comment? Nos partenaires sans qui nous ne pouvons pas vivre. L'IACE reste une association, elle a besoin d'être financée. Donc merci à nos partenaires, je les cite, Lloyd Assurance, UIB, Vivo Énergie, Tunisie Télécom, Fondation Frédéric Naumann, Université Centrale et BYD. Donc voilà, زاد شكر خاص للسيد رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة اللي شرفونا، والسيد رئيس الدولة اللي حط تحت إشرافه هالتظاهرة. يعني vraiment عطاتنا شحنة. شفتوا تبارك الله فما une dynamique nouvelle avec de la collaboration surtout dans le gagnant-gagnant public-privé والقطاع الثالث اللي مرحبا بهم قطاع جديد مازالوا كي ديما سمعنا حكايات حلوة برشا des exemples de projets notamment في الصباح سمعنا un projet de recyclage de huiles ménagères usagères puis aller du biocarburant. Donc finalement il peut y avoir du gagnant-gagnant-gagnant. Maintenant, non seulement on crée des emplois pour les jeunes, mais en plus c'est du recyclage, mais en plus c'est moins d'empreinte carbone. Et l'autre projet qui nous parle de problématiques agricoles pour l'utilisation de l'énergie fossile pour les tracteurs et les moissonneuses-batteuses, monsieur va vous donner du biocarburant, et donc 2 en 1. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et je ne veux pas vous dire à l'année prochaine, c'est au mois prochain, aux semaines prochaines, parce que l'IACE n'arrête pas de travailler, c'est toute l'année. C'est des projets, c'est des équipes. Un grand remerciement aux équipes de l'IACE. C'est un travail vraiment du quotidien, c'est de la recherche, un travail scientifique, beaucoup d'efforts. Merci beaucoup. Je vais être objective et je vais utiliser casquette journaliste. Sincèrement, je fais la couverture des journées de l'entreprise depuis 14 ans. Dans les coulisses, c'est un travail très, comment dirais-je, très fatigant, sincèrement. Une équipe très solide. Je remercie bien sûr Monsieur Emin Benayed, président. C'est un mot pour les membres du comité qui viennent d'horizon. C'est Mahjoub Jem Flaha, c'est Ahmed Barkala, c'est des décennies de financement de l'économie tunisienne. Maintenant, on a tous les secteurs. C'est 20 membres, le bureau de l'IACE. Donc, il faut l'équipe qui travaille
la recherche. Mais quand même, c'est une inspiration. On vient de tous les horizons, de tous les secteurs, et on a un seul objectif, travailler l'économie tunisienne et les entreprises tunisiennes dans l'intérêt commun. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Amin Benayed, président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Avec le mot de la fin, on arrive à la fin, à la clôture des journées de l'entreprise, la 38e édition. Donc, le thème, c'était l'entreprise et les grands changements, adaptations et opportunités. Merci à vous.